Alors, c'est assez singulier. J'étais étudiant à Lyon, j'avais 22 ans. J'ai accueilli dans mon studio, mon appartement, un frère sénégalais que je ne connaissais pas. Parce que j'avais été contacté par un oncle qui avait le neveu de son ami qui était inscrit à Paris, mais qui voulait venir étudier à Lyon. Donc, sur le tard, pardon, il n'avait pas l'occasion de trouver un logement. Il m'a demandé est-ce que moi, j'étais susceptible de l'accueillir, de l'héberger. Je lui ai dit ça ne me posait aucun problème, au contraire. Donc, l'appartement est très grand, donc qu'il soit le bienvenu. Et voilà, je serai moins seul, on va dire, dans ce Lyon froid. Et voilà, j'aurai un frère du Sénégal qui pourra me tenir compagnie et on pourra parler du Sénégal et voilà, donc pouvoir vivre cet exil des études supérieures en France. Donc il est venu et dans ses affaires, il y avait Nation d'agriculture de Cheikh Anta Diop et ainsi que Nation d'agriculture, son premier livre de Cheikh Anta Diop et son dernier livre de son vivant, c'est-à-dire Civilisation et barbarie. Donc j'étais très surpris agréablement parce que ça faisait longtemps que je voulais lire Cheikh Anta Diop et je n'avais jamais eu l'occasion de tomber sur un de ses ouvrages. Donc quand j'ai vu Nation d'agriculture, je l'ai dévoré et c'était comme si c'était une révélation. J'ai su exactement ce qu'il fallait que je fasse de façon dirimante, de façon concrète, de façon rigoureuse de ma vie. Parce que j'ai toujours voulu faire quelque chose pour l'Afrique. Surtout depuis le décès l'assassinat de Thomas Sankara. J'avais 7 ans et je me disais que c'est dommage qu'un homme aussi bon, un visionnaire comme lui ait été assassiné. Je ne comprenais pas forcément les enjeux. Mais je me suis dit, je m'étais promis que j'allais tout faire pour également être au service de l'Afrique. Bon an, mal an, mais quand j'ai lu Cheikh Anta Diop, je savais exactement ce qu'il fallait que je fasse. J'allais à l'essentiel, je n'étais pas dispersé, on va dire. Bon, la générosité, vraiment, c'était un homme généreux. C'est un homme très humble également, un grand savant, doté d'un savoir incommensurable, mais qui était très simple. Malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion de connaître l'homme réellement, parce qu'il était décédé quand j'avais 6 ans. Mais toutes les personnes qui ont pu le côtoyer, d'autres de mes enseignants comme son fidèle disciple Obenga, que j'ai eu par la suite, ainsi que Jean-Charles Covy-Gomez, ont pu me décrire un peu la dimension de l'homme, ainsi que un autre de mes enseignants, tout ce qui est sculpture et art, artisanat, le grand frère Insa Seydi à Ziguinchor, du village artisanal, qui a eu l'occasion de le côtoyer, même s'il était assez jeune. Ils m'ont décrit la générosité de l'homme, sa rigueur, réellement, sa détermination à mener ce combat-là pour l'éveil des consciences africaines, pour l'État fédéral africain et pour faire en sorte que chaque colosse qui sommeille en nous puisse se réveiller et permettre aux Africains de prendre la place qui est la leur dans ce monde, aux côtés d'autres populations, pas pour prendre la place d'autres populations, mais aux côtés d'autres populations, pour prendre notre place à nous et revenir les guides de l'humanité qu'on a été dans l'Antiquité. Comme tous les matins, il n'y a pas de réveil spécial par rapport à cet événement-là. C'est vrai que quand j'étais en France, à Lyon, loin du Sénégal, c'était assez spécial chaque fois qu'on pensait à Cheikh Anta Diop ou d'autres Africains. Mais ici au Sénégal, on le vit avec un peu de frustration parce que il y a beaucoup de choses qu'on a envie de faire en la mémoire de Cheikh Anta Diop. Aujourd'hui, malheureusement, je n'ai pas pu assister au début de ce grand cycle de conférences à l'UCAD parce que les obligations professionnelles ne m'ont pas permis de le faire. Peut-être qu'en fin de journée, si j'ai l'occasion, si le moment me le permet, je pourrais y aller. Mais bon, je connais un peu la problématique parce que j'ai fait cela pendant une décennie et plus. Je connais l'œuvre, je connais les personnes qui vont intervenir à l'UCAD, notamment Yoporoka Somé. Je connais un peu les sujets qui seront débattus parce que j'ai moi-même eu l'occasion de donner des enseignements sur l'œuvre et la vie du Cheikh Anta Diop à des étudiants en France, ici au Danemark, à Yaoundé au Cameroun, à Libreville au Gabon, au Rwanda. Donc je connais un peu la problématique, voilà. Mais ça aurait été bien également d'être parmi mes frères et sœurs présents pour vivre tout cela et à l'occasion faire un petit témoignage, voilà.
Non, je ne pense pas du tout. Je ne pense pas du tout. Et c'est dommage. Je pense qu'il faudrait qu'on ait une action politique volontariste et volontaire. C'est vrai qu'il y a quelques années, il y a 3 ou 4 ans, le président Macky Sall avait instruit le ministre de l'Éducation nationale ainsi que celui de l'Enseignement supérieur et de la Recherche de tout faire pour introduire réellement les œuvres de Cheikh Anta Diop dans l'éducation nationale. Malheureusement, il n'y a pas eu de suite à cette volonté du chef de l'État d'introduire réellement Cheikh Anta Diop dans le champ académique sénégalais. Donc il nous faut encore batailler ferme pour que ça soit une évidence et que cela ne soit plus une incongruité ou une action révolutionnaire de parler Cheikh Anta Diop au Sénégal, dans son pays natal. J'ai eu l'occasion de faire le pèlerinage entre guillemets à Tchéitou avec des frères du Gabon, donc je profite pour faire un coucou à tous mes frères qui sont un peu partout en Afrique et dans la diaspora qui nous regardent sur Séné+. Et voilà, c'est un plaidoyer également qu'on a pour faire en sorte que la route de Bambey à Tchéitou soit bitumée. Voilà, que ce soit, parce que c'est un manque à gagner même en matière touristique, en matière de finances pour l'État du Sénégal. Aujourd'hui, on peut faire en sorte que la destination Tchéitou, que l'œuvre de Cheikh Anta Diop puisse avoir des retombées financières pour le Sénégal. Et c'est dommage que nos acteurs politiques n'aient pas encore trouvé la formule qu'il faut. Voilà. Personnellement, j'ai des idées par rapport à cela avec l'alternative générationnelle. Nous sommes en train d'échanger avec les membres du gouvernement pour qu'on puisse avoir réellement, qu'on puisse sauter le pas et que l'œuvre de Cheikh Anta Diop ne soit plus la panacée de quelques illuminés entre guillemets. Que ce soit... Alors, chacun y va de ses moyens. Moi, personnellement, en dehors des enseignements, je n'ai pas encore les possibilités financières de bitumer la route. Tout ce que je peux faire pour l'instant, c'est faire du lobbying afin que les autorités préposées à ce travail-là puissent prendre des mesures conservatoires pour qu'on dépasse ce stade de réclamation de choses qui doivent être faites et à belle lurette. Donc, il y a des actions qui sont faites, qu'on salue, mais ce n'est pas encore suffisant. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, il faut vraiment tomber sur un professeur d'histoire géo zélé au collège ou au lycée, ou même à l'université, pour entrer en contact avec la pensée et l'œuvre de Cheikh Anta Diop. Et c'est dommage, voilà, dans le pays qui est le sien, c'est dommage qu'on en soit toujours à ce stade-là, mais ce n'est pas fini, on continue de se battre. Ces disciples, comme vous le dites, en tout cas, les gens qui sont amoureux de son œuvre et qui veulent perpétuer son œuvre, font ce qui est en leur pouvoir. Moi, j'ai écrit un ouvrage qui s'inscrit dans sa continuité, parce qu'il a fait des recherches jusqu'à un certain moment, et il faudrait qu'on puisse actualiser ces recherches à l'aune de la nouvelle donne actuelle géopolitique, à l'aune de la recherche actuelle, où est-ce qu'elle en est, parce que toutes les découvertes qu'il a faites en matière de sciences humaines, des sciences dures, c'était au stade de la recherche en son temps. Aujourd'hui, avec les nouvelles recherches qui sont faites et qui confirment réellement la thèse ou les recherches de Cheikh Anta Diop, il est opportun que nous, jeunes chercheurs, que nous puissions sortir des ouvrages, des articles qui accréditent sa thèse et également qui renforcent ce sentiment du socle du patrimoine africain, afin qu'on puisse, comme disait Cheikh Anta Diop, tirer des enseignements de notre patrimoine culturel, de notre histoire, pour comprendre le monde actuel et puis pour inventer notre avenir, comme dit le président Thomas Sankara, pour prendre des mesures conservatoires et prendre la place qui est la nôtre dans ce monde et nous battre pour que le monde soit plus juste et plus harmonieux. Parce que je pense fermement que le jour où les Africains reprendront la place qui est la leur, le monde sera beaucoup plus paisible et nous n'assisterons plus, à plusieurs catastrophes de tout genre qui s'abattent actuellement sur la planète Terre. Effectivement, aujourd'hui, malheureusement, moi qui suis ici en tant que directeur commercial et marketing d'académique, je reçois souvent des stagiaires ou des étudiants qui veulent faire des études sur le transport, sur le marketing, la communication en entreprise. On est toujours effaré de voir le niveau extrêmement bas des étudiants. Voilà, cela s'explique par plusieurs causes. Et l'une des causes de cela, c'est le fait qu'on ne puisse pas être instruit dans nos langues maternelles.
je ne dis pas éduquer. Éduquer, c'est la famille qui fait l'éducation. Mais à l'école, c'est l'instruction qu'on reçoit. Il faudrait qu'on puisse, de façon dirimante, de façon efficace, sauter le pas afin qu'on puisse réellement étudier nos langues dans nos structures d'éducation, d'instruction, dans nos écoles, et faire en sorte qu'on puisse prendre toute la mesure de cette problématique. C'est très grave, l'heure est grave. Donc on grandit avec des lacunes en voulant s'approprier le patrimoine de quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, c'est vrai que dans le monde dans lequel nous sommes, je ne dirais pas contraints, forcés, mais ce serait également intéressant de comprendre l'anglais, le français et d'autres langues. Mais la base, le socle, doit être notre patrimoine linguistique. Parce que Cheikh Anta Diop disait que les 3 facteurs qui font un peuple réellement, c'est le facteur linguistique, le facteur historique et le facteur psychologique. Voilà. Donc qui perd le facteur linguistique, je peux dire que perd les autres facteurs. Parce que la langue est un peu le véhicule de la culture. Donc, et dans le facteur psychologique, on retrouve la langue. Dans le facteur historique, on retrouve la langue, qui est vraiment la sève nourricière de la haute antiquité jusqu'à aujourd'hui. Elle est incontournable, la langue. Et il faudrait que les populations puissent le comprendre tel quel. En tout cas, les acteurs politiques qui sont les déclencheurs, en tout cas, de la marche à suivre, prennent dans toute sa mesure cette problématique-là afin qu'on puisse de façon efficace sauter le pas et enseigner réellement nos langues dans nos écoles et faire en sorte qu'on puisse, dans un futur proche, faire basculer le continent dans sa pente fédérale et qu'on puisse avoir une langue de gouvernement africaine, nonobstant le fait que chacun peut parler sa langue, mais également de façon géographique en Afrique de l'Ouest, qu'on puisse avoir un bloc linguistique en Afrique centrale, en Afrique orientale, en Afrique australe, et dans l'État fédéral, l'administration fédérale, qu'on puisse avoir une langue de gouvernement, comme c'est le cas par exemple à l'Union européenne, où tous les députés européens ont l'obligation de parler français. Voilà, donc ça aujourd'hui, dans la haute antiquité, en tout cas dans l'antiquité, on avait par exemple l'empire du Mali qui partait du Nigeria jusqu'aux Almadies, jusqu'à la pointe des Almadies, c'est-à-dire le bout le plus occidental du continent africain. Donc vous voyez, tout ce bloc de terre était administré par l'empire du Mandé et avec une langue de gouvernement. Cela ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'autres sous-groupes, d'autres langues, d'autres entités linguistiques, mais ce que je dis, ce que Cheikh Anta Diop disait, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Et au niveau continental, on peut avoir une langue de gouvernement, une langue d'administration que parleraient les hommes d'affaires, que parleraient les gouvernants, et qu'on puisse s'entendre au niveau linguistique et qu'on ne puisse pas forcément être obligé de passer par l'arabe, le français, le portugais ou l'anglais, cela ça dit en pensant, dit-on que c'est des langues africaines. Ce ne sont pas des langues africaines. Le français n'est pas une langue africaine, l'arabe n'est pas une langue africaine, l'anglais n'est pas une langue africaine, le portugais non plus. Le swahili, le manjac, le wolof, le manding, le pulaar sont des langues africaines et d'autres. Voilà, mais pas le français, ni l'anglais, ni l'arabe. Elle est toujours d'actualité. Ce qui me conforte dans cette idée-là, c'est que chaque fois qu'il y a de grandes découvertes qui sont faites dans le domaine scientifique ou même dans le domaine de la société civile, on se rend compte que Cheikh Anta Diop en avait parlé dans les années 50 même, dans les années 60, dans les 70, années 80. Donc aujourd'hui, c'est comme si c'était un éternel recommencement. On essaie de faire en sorte de réinventer la roue, alors que Cheikh Anta Diop avait parlé de ces thématiques-là, il y a belle lurette, en amorçant même des propositions de solutions. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est dommage qu'on puisse donner l'impression qu'on réinvente des choses, alors que si on jette un coup d'œil dans les rétroviseurs, on voit que il avait pris comment dirais-je, des dispositions pour que ces choses-là tombent dans le sens commun des populations africaines. Aujourd'hui, quand on parle d'énergie solaire, quand on parle de l'économie verte, quand on parle de la COP 21, COP 23, 24, toutes ces thématiques-là ont déjà été abordées par Cheikh Anta Diop et d'autres savants et hommes politiques de l'Afrique. Donc il a lieu aujourd'hui qu'on revisite ces thématiques à l'aune de la réalité actuelle et qu'on puisse voir comment est-ce qu'on peut la mettre à jour et qu'on puisse s'en inspirer pour mener des actions qui correspondent, nous, à notre vision, qui soient en corrélation avec notre patrimoine et qui puissent être fondées sur notre paradigme à nous, notre grille de lecture à nous. Aujourd'hui, on fait beaucoup de choses
parce que ce sont les objectifs du millénaire, ce sont les objectifs 2020, que sais-je encore, et qui sont venus d'ailleurs. Voilà, certaines opportunes, d'autres moins, mais il y a lieu aujourd'hui qu'on puisse s'interroger sur réellement d'où nous venons, nous en tant qu'Africains, qui sommes-nous, qui nous sommes, ce que nous voulons et où nous allons. Voilà, quatre questions fondamentales que je martèle à souhait, que chaque peuple doit se poser et auxquelles il doit avoir des réponses pour maîtriser son présent et contribuer de façon dirimante à bâtir son avenir. Donc, ces 4 questions fondamentales-là, aujourd'hui, elles se retrouvent, on les retrouve dans l'œuvre de Cheikh Anta Diop, et on le retrouve aujourd'hui dans les problématiques. Aujourd'hui, les gens courent dans tous les sens en essayant de se trouver, le salut. Malheureusement, on court dans les bras des autres, alors qu'on a même des réponses à nos difficultés chez nous ici. Et il suffit juste qu'on ait les bonnes lunettes, qu'on ait la bonne grille de lecture pour avoir les réponses efficaces à nos préoccupations. J'y crois fortement, à condition que réellement qu'on prenne les mesures conservatoires, qu'on n'adule pas la médiocrité, à condition qu'on soit excellent dans tout ce qu'on fait, qu'on soit mécanicien, qu'on soit professeur d'université, qu'on soit expert en communication ou que sais-je encore, qu'on soit homme politique, qu'on soit excellent dans ce que l'on fait et qu'on recherche toujours l'intérêt de l'Afrique dans tout ce que l'on fait, dans tout cet échange qu'on fait. Aujourd'hui, quand des jeunes Européens se rencontrent dans le programme Erasmus que j'ai eu l'occasion de faire, tout ce qui tourne autour de cela, c'est essayer de faire en sorte que l'Europe soit construite. Quand on va aux États-Unis, il y a la même problématique, the State of the Union. Chaque année, le chef de l'État des États-Unis fait l'état un peu de l'Union. Où est-ce qu'on en est, quelles sont les problématiques, quels sont les dangers, quelles sont les menaces qui nous guettent. Qu'on aille en Chine, la même chose. Donc chaque peuple essaie de circonscrire les problématiques auxquelles il est confronté et il essaie de donner des réponses sur 10 ans, 20 ans, 50 ans, 100 ans, 200 ans. Quand j'étais à Lyon en tant qu'étudiant et que je donnais des cours sur les humanités classiques africaines, j'avais en entame de propos de chaque cours l'habitude ou de chaque discussion de poser cette question toute simple. Je disais à mon interlocuteur, africain ou africaine, quelle est votre vision de l'Afrique dans 50 ans? Les gens se disent, waouh, 50 ans, j'ai jamais pensé et je ne pense pas que je puisse avoir une projection d'ici 50 ans. C'est tout simple parce que c'est symptomatique. Comme je dis souvent, quand on n'a pas la possibilité de se projeter 2 jours en arrière, on ne peut pas se projeter 2 jours en avant. Donc, quelqu'un qui ne connaît pas le patrimoine culturel, ne connaît pas le patrimoine historique de l'Afrique, il y a 50 ans, avec acuité et précision, ne peut pas forcément se projeter dans 50 ans. Donc, c'est une difficulté monstre qui est là. Et cette difficulté ne se pose pas forcément pour l'Africain lambda, elle se pose également pour les élites qui sont censées guider le peuple vers une destinée heureuse. Et dans ces élites-là, il y a les intellectuels. Aujourd'hui, malheureusement, les intellectuels ne jouent pas leur rôle. C'est l'ignorance, la médiocrité qui occupe l'espace médiatique au quotidien. On est confronté au quotidien à des faits divers qui journalièrement dictent notre façon de penser, dictent notre conduite et qui nous éloignent de la problématique urgente, du problème urgent et des problèmes urgents. Donc aujourd'hui, il y a lieu de pouvoir mettre en place des dispositifs qui puissent permettre aux Africains de comprendre les enjeux du monde actuel. Le combat violent qui lui est mené, comme disait Cheikh Anta Diop, et qu'on puisse se saisir des outils qui sont les nôtres, mais également des outils de notre temps, les technologies de l'information et de la communication, qui sont là pour tout le monde. Et les Africains ont participé de façon efficace à ces outils de la technologie. Le GPS et beaucoup d'autres choses, la plus grande machine à calculer, sont l'œuvre d'Africains, qu'ils soient du continent ou des États-Unis. Donc aujourd'hui, il n'y a aucune honte à saisir de ces technologies de l'information et de la communication et les utiliser à bon escient pour qu'on puisse comprendre le monde dans lequel nous sommes, tirer notre épingle du jeu et bâtir notre futur, notre avenir d'ici 100 ans, 200 ans et qu'on puisse vraiment être maître de notre continent
maître de nos ressources minières, maître de notre monnaie, parce que c'est un élément de souveraineté, et maître de notre pensée. Qu'on arrête de penser comme d'autres personnes voudraient qu'on pense. Non, l'éco c'est une imposture. À la suite du franc CFA, l'éco c'est une imposture. Je l'ai dit dans mon livre Histoire politique de l'Afrique, toutes les institutions aujourd'hui en vigueur en Afrique sont héritées de la colonisation. Il y a deux choses face à ces institutions. Soit les accepter et de voir comment est-ce que nous-mêmes nous pouvons inventer nos propres institutions pour inventer notre avenir, ou les rejeter. Chacun est libre de faire son choix. Je ne dis pas que aujourd'hui on doit rejeter d'un bloc le franc CFA ou l'éco. Je dis seulement qu'il faudrait réfléchir à comment est-ce on va tirer notre épingle du jeu, l'utiliser jusqu'à ce qu'on puisse avoir les moyens intellectuels dirimants pour créer notre propre monnaie et faire en sorte qu'elle correspond à notre vision économique, notre vision de la solidarité. Parce que la monnaie répond également à cette vision de la solidarité entre nous, Africains. Le franc CFA n'est pas de notre... c'est pas notre initiative et de bout en bout, nous perdons au change. Ça va être la même chose avec l'éco. Aujourd'hui, la France, qui est actrice centrale du franc CFA, qui aujourd'hui, avec le président Macron, va à Abidjan dire que la France est d'accord là-dessus. La France, on n'a pas besoin de son aval pour vraiment savoir s'il est d'accord ou n'est pas d'accord. Ce n'est pas notre problème. Voilà. Aujourd'hui, les Africains doivent, de façon dirimante, se saisir de cette problématique-là. Et surtout nos économistes, qui sont plus nuls les uns que les autres. Aujourd'hui, on voit des révolutionnaires de WhatsApp, des révolutionnaires d'Instagram avec de belles photos, aller un peu partout, disent qu'ils sont panafricains et autres. Tout ça, ce n'est pas sérieux. Parce qu'ils ne sont pas en mesure d'expliquer réellement aux Africains quels sont les tenants et les aboutissants de cette problématique autour de la monnaie. Ce sont des incompétents, réellement. Parce que quand on va apprendre l'économie, le keynésianisme et le capitalisme et d'autres, ils ne font que répéter ce que leurs maîtres français, européens ou arabes leur ont appris. Ils ne font que ressasser cela. Aujourd'hui, quand vous allez dans les plus grandes institutions bancaires d'Afrique ou dans le monde, des gens qui se prennent pour des grands économistes, en fait, ne sont que des répétiteurs parce qu'ils sont incapables d'inventer une solution monétaire africaine. Donc, aussi longtemps qu'ils ne sont pas en mesure de faire comme Tundian Pouemi, de faire comme Walter Rodney, de faire comme bien d'autres l'ont fait, qui l'ont essayé, je pense que ce sont des incompétents et ils ne sont pas capables d'apporter des solutions pérennes pour l'économie africaine. Ils passent dans les grandes sphères pour des spécialistes, mais ils sont spécialistes en quoi? Aujourd'hui, on a beaucoup de docteurs en économie, mais ces docteurs qui ne sont pas en mesure de nous faire un diagnostic, de nous apporter des solutions pour les populations africaines. Quel est l'intérêt de leur doctorat? Je me le demande. Aujourd'hui, la pleine mesure de leur capacité, c'est être en mesure, sans me répéter, d'apporter une solution concrète et pérenne aux préoccupations des Africains. Aujourd'hui, ces intellectuels africains, qu'ils soient philosophes, qui n'ont inventé aucune théorie de la philosophie, qu'ils soient économistes, que sais-je encore, ce sont une bande d'incompétents, malheureusement, parce que pour l'instant, ils n'ont pas apporté de solution pérenne. Et dans leurs ouvrages, quand on les parcourt, on ne voit pas forcément de solution. Ce sont des répétitions de ce que leurs maîtres français occidentaux et arabes avaient dit jusque-là sur notre condition à nous. Mais quand on les lit, il n'y a pas forcément de remise en cause profonde. C'est du policier et quand on gratte la surface, on voit que c'est creux et c'est du poncif. Il n'y a rien réellement qu'on peut trouver comme pertinent pour les populations africaines. Donc c'est dommage. Les intellectuels ont, comme dans la fable des nouveaux habits de l'empereur, ils cautionnent cette imposture dans laquelle nous vivons, malgré le fait que quelquefois, ils prennent des positions soi-disant révolutionnaires, mais ce n'est pas aussi révolutionnaire que ça, parce qu'ils n'apportent pas de solution pérenne pour les populations africaines. Ils préfèrent plutôt se complaire dans la posture que vous avez décrite et être une sorte de messie pour dire qu'ils ont la solution à tout, mais réellement ils n'ont pas de solution et ils ne font que répéter ce qu'on a appris à l'enseignement. Ils ont des diplômes alimentaires, c'est-à-dire des diplômes qui leur permettent d'avoir un travail, d'être bien payés et disons, de gérer leur quotidien comme on gérait une boutique à la petite semaine. Mais ils sont incapables de projection sur 50 ans, sur 1000 ans pour dire voici la théorie de la monnaie africaine, comme l'a dit Tundian Pouemi ou même Walter Rodney, qui fut assassiné dans les années 80 parce qu'il avait une théorie monétaire qui était assez originale. Donc voilà ce que je pouvais dire sur la monnaie. Donc l'éco,
à la suite du franc CFA, c'est une imposture. Aujourd'hui, il faut que les Africains inventent leur système monétaire, comme on l'avait fait dans l'Antiquité, depuis l'Égypte ancienne, où on résolvait nos problèmes nous-mêmes, sans que quelqu'un vienne nous faire un dictat sur notre condition monétaire.